Et bonjour à vous, Juliette Méadel. 71% des Français, si l'on en croit un sondage publié ce matin, redoutent un attentat pour la période des fêtes. Vous comprenez cette crainte, ce sentiment et que peut faire le gouvernement pour tenter de rassurer les Français ? Bien sûr, c'est une crainte que je partage. Et au moment des fêtes, c'est précisément ces moments-là où on se sent vulnérable. La menace existe, elle est présente. Le gouvernement va présenter un projet de loi pour prolonger l'état d'urgence. C'est ce qui nous protège, parce que ça veut dire qu'on a un niveau de sécurité qui est maximum, une mobilisation des services de police, des forces de l'ordre et bien entendu aussi une vigilance citoyenne, car ça compte que chacun soit alerté, sans évidemment céder à la panique. Mais ces dernières années ont été particulièrement difficiles de ce point de vue-là. Alors pour les victimes, vous venez d'accepter la création, la prise en compte d'un préjudice d'angoisse et d'attente. Préjudice d'angoisse et d'attente, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Quand vous voyez la mort arriver, ça produit psychologiquement, les psychiatres l'ont démontré, un trouble grave qui peut avoir aussi des répercussions sur la santé, des répercussions physiques. Et c'est une souffrance qui doit être prise en compte, évidemment, qui n'est pas encore prise en compte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette souffrance-là, on ne considère pas que c'est un préjudice. Et moi, je veux qu'elle fasse l'objet d'une réparation. Je veux que le préjudice d'attente, le préjudice d'angoisse fasse l'objet d'une réparation. Le gouvernement l'a donc reconnu et j'installe aujourd'hui avec Michel Sapin et Jean-Jacques Urvoas un groupe de travail qui va plancher sur comment on répare ce préjudice d'angoisse et d'attente et qui va rendre ses conclusions à la fin du mois de février. Alors plus d'indemnisation, plus d'efficacité pour les vraies victimes et pour les fausses. Comment réagissez-vous à l'affaire qu'on évoquait dans le journal de 7h30, cette escroquerie, un couple qui se faisait passer pour des victimes de l'attentat au Stade de France et qui finalement avait pu toucher 30 000 €. Ils sont condamnés par la justice. Ça veut dire que l'État n'a pas été assez vigilant ? Bien au contraire. Ça signifie que sur des milliers de cas d'indemnisation, il y a 5000 dossiers aujourd'hui qui sont en cours d'examen pour voir justement si ce sont des victimes qui seront indemnisées. Eh bien, il y a quelques cas qui sont des cas scandaleux. Cette escroquerie-là est évidemment une insulte à la mémoire des vraies victimes qui sont décédées et aussi à la mémoire des personnes qui, étant décédées là, ne peuvent plus évidemment se... Ça veut dire que vos services vont être plus vigilants pour justement détecter les escrocs Bien à ce genre entendu, d'indemnisation ? ça signifie que les services sont mobilisés pour éviter ce type de situation, mais c'est bien la preuve que l'État est présent et vigilant. Mais il faut aussi penser que ce type de situation doit absolument cesser et c'est tout l'enjeu du travail que nous menons aujourd'hui avec le fonds qui s'occupe de ces demandes qui s'appelle le FGTI et qui fait un travail considérable avec encore une fois un nombre de victimes à indemniser qui hélas a considérablement augmenté. Alors on va parler des prochaines échéances électorales et en particulier des primaires de la gauche. Vous avez apporté votre soutien à Manuel Valls, nouveau candidat qui se présente donc à la primaire socialiste. On ne peut pas dire que ça se bouscule au portillon pour l'instant parmi les membres du gouvernement. On sent plutôt une frilosité à l'endroit de leur ancien chef. Comment vous l'expliquez ? Moi, je soutiens Manuel Valls et je une des considère rares, qu'aujourd'hui... Il y a 4 ministres et secrétaires d'État pour l'instant. Aujourd'hui, on est évidemment membre du gouvernement, chacun est à sa tâche. Il y a cette primaire qui est engagée, chacun s'engage évidemment personnellement en son âme et conscience, mais attention, nous sommes aussi complètement dédiés et engagés sur notre tâche. Vous voyez, moi je m'occupe des victimes, Je suis venue aujourd'hui vous parler aussi du préjudice d'angoisse et d'attente, mais bien entendu, Manuel Valls est pour moi le candidat qui est le candidat le mieux à même de défendre le bilan qui a été le nôtre. Mieux que l'aurait été François Hollande, selon vous ? Aujourd'hui, Manuel Valls est candidat dans le cadre de cette primaire et il est le mieux à même de défendre ce bilan. Et moi, je considère que nous avons aussi des raisons d'être fiers du bilan, même si tout n'a pas été parfait, loin de là, et on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais je trouve que l'essentiel a été préservé. Les comptes publics, aujourd'hui, sont à l'équilibre, que ce soit les comptes de la sécurité sociale ou les comptes de l'État, et ça, c'est essentiel, et les services publics ont été préservés. Alors, on va parler du bilan et peut-être des réserves que vous pourriez avoir, mais néanmoins, je le répète, cette réserve qu'ont certains ministres pour s'engager clairement derrière Manuel Valls, cela signifie-t-il que, finalement, il ne digère pas le renoncement de François Hollande ? Est-ce que vous pensez qu'il a pris la bonne décision, par exemple ? Moi, j'ai été touchée
par évidemment la décision de François Hollande. D'abord parce que c'est un homme engagé, honnête, qui s'est battu. Et certains ministres sont orphelins de sa candidature. Est-ce votre cas? Mais bien sûr que j'ai été touchée, et je ne vais pas parler au nom des autres ministres, oui, mais je vous parle aussi au nom des militants avec lesquels j'étais encore hier soir tard en Seine-et-Marne. Et bien entendu, et je veux aussi saluer, et ça n'a pas été suffisamment souligné par les éditorialistes, et je le regrette, mais la décision de François Hollande est inédite dans la Ve République, et il a vraiment fait preuve d'une modernité dans son rapport au pouvoir. Car il y a peu de responsables politiques à ces niveaux-là qui renoncent au pouvoir. Aujourd'hui, ce sera donc Manuel Valls qui est candidat à la candidature. Vous lui dites qu'il faut faire un droit d'inventaire sur ce qui a été fait bien ou moins bien pendant ces 5 ans? Le président de la République a dit lui-même, il y a quelques semaines... Il a parlé de la déchéance de nationalité comme seul regret. Il ferait preuve de vigilance. Et oui, la déchéance de nationalité est réellement, pour moi aussi, un regret. Je trouve que c'est aussi une façon très moderne de faire de la politique, que le président de la République dise qu'il regrette ce qu'il a fait. Je n'ai jamais entendu un seul responsable politique de droite, et en particulier Nicolas Sarkozy, émettre le moindre regret sur son action. Mais vous avez d'autres regrets sur ce qui a été fait pendant 5 ans? Moi, je crois qu'on peut travailler, en effet, à commencer à regarder si les entreprises ont joué le jeu comme on s'y attendait, notamment à l'occasion du pacte de responsabilité. On aura l'occasion d'y revenir. On voit que grâce aux efforts qui ont été mis en place dans le cadre du pacte, le chômage commence à baisser. Mais j'aurais voulu que ça aille plus vite. Et peut-être qu'on peut regarder un peu de ce point de vue-là si les entreprises ont bien joué le jeu de la contrepartie. Alors vous, Juliette Méadel, vous étiez candidate à une autre candidature, celle de représentante du Parti socialiste aux législatives. Vous deviez vous soumettre au vote des militants hier soir. Quel a été le verdict? Oui, je me suis soumise au vote des militants parce que moi je crois en la démocratie interne et donc je veux que les règles soient respectées. Je me suis soumise à ce vote et ce vote, je l'ai gagné à 67,6% des militants de Seine-et-Marne. Ça veut dire que vous serez candidate Ça veut dire que je aux serai législatives candidate au mois de juin en Seine-et-Marne. Au nom du Parti socialiste, et je veux remercier ici les militants qui se sont fortement mobilisés et la candidate locale qui également a fait preuve d'un beau courage dans cette campagne. Mais c'est un message, vous me le disiez tout à l'heure, pour ceux qui refusent finalement de se présenter aux électeurs, Emmanuel Macron par exemple. Moi, je crois que Emmanuel Macron devrait effectivement jouer le jeu de la démocratie dans le cadre de sa famille politique. Et j'ai pas la même conception que lui du débat démocratique. Moi, je crois que quand on porte un projet progressiste, eh bien, on doit d'abord être le représentant de tous ceux qui veulent défendre ce projet progressiste, c'est-à-dire la gauche, et être ainsi capable d'être à la hauteur de la fonction à laquelle on aspire. Dernière question, très rapide. Comment une gauche aussi émiettée qu'on le voit aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, le futur candidat socialiste, a encore une chance d'accéder au deuxième tour qui semble promis à François Fillon et Marine Le Pen? C'est précisément le sujet du rassemblement, et le discours de Manuel Valls à Évry était un beau discours de gauche rassemblée. Mais oui, parce que je crois que ce qui nous rassemble est beaucoup plus fort que ce qui nous sépare. Avec Jean-Luc Mélenchon. C'est ce qu'on verra dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Juliette Méadel. C'est à vous, William. Très bonne journée. Merci, Jeff. À bientôt.